RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. C'était en août 2021, 58 milliards à l'horizon 2040. Oui, exactement. Vous voyez, 58 milliards à l'horizon 2040, ça vous fait pratiquement 15 ans. Et donc, si vous divisez 58 par 15, vous trouvez la proportion annuelle qu'il faut allouer à ces secteurs. 4 milliards à peu près. Mais qu'à cela ne tienne. Les chefs d'État au Niger ont adopté une disposition importante pour dire qu'à partir de 2024, il faudrait que tous les États africains commencent à allouer plus ou moins 10% de leur budget au développement industriel. Un peu à l'instar de ce qui était adopté à Maputo pour l'agriculture. Donc ça, c'est déjà un bon départ. 10%. 10% des budgets des pays africains alloués au développement industriel. On parle de 4 milliards en donnant le chiffre de 58 milliards. Pour nous, avec un budget de 15 milliards, ça ne fait que 1 milliard 5. On n'est même pas à la moitié de l'objectif alors. Oui, ça c'est l'ambition. Mais évidemment, entre l'ambition et la réalisation, il y a des choses qui doivent se faire. Alors, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que vous nous dites, il y a un plan d'industrialisation, mais qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les 58 milliards sont mis en mouvement? Je dois dire que lorsque vous lisez le plan directeur d'industrialisation, il y a 6 composantes principales. Et vous savez, un gouvernement, ce n'est pas seulement un ministère sectoriel, c'est l'interministérialité. Nous travaillons avec les infrastructures, nous travaillons avec le ministère de l'électricité, nous travaillons avec le ministère de l'agriculture. Et donc, lorsque vous prenez cette schématisation de ce qu'il faut faire au niveau du plan directeur, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement le ministre de l'industrie qui doit réaliser le plan, mais c'est l'ensemble des ministères interconnectés en fait qui arrivent à réaliser cette ambition. Alors la composante principale dans le plan directeur d'industrialisation, ce sont les zones économiques spéciales. C'est la 6e composante parce que le plan a 6 composantes. Et lorsque vous faites un tour sur l'ensemble de la République, vous vous rendez compte qu'il y a plus de 6 zones économiques spéciales qui sont en chantier. La première zone, c'est celle de Maluku, qui est ici à Kinshasa. La deuxième, c'est la zone Kin-Malebo, qui sera essentiellement consacrée à l'exploitation du bois, parce que vous savez, tout ce que nous importons en termes de tables, d'armoires, de lits, nous vient de la Chine, avec bien évidemment les grumes que nous amenons dans ces pays-là. Mais maintenant, la zone va nous permettre d'interdire l'exportation des grumes, mais plutôt de les orienter vers la zone Kin-Malebo pour que nous puissions traiter à 80% les bois congolais. La 3e zone se trouve dans la zone équateur, qu'on appelle la zone économique Miluna. On l'appelle en anglais les Green Economic Special Zone. C'est une zone essentiellement agricole où on va transformer effectivement, comme c'était à l'époque, tous les produits issus du palmier, du cacao et du café, et on a déjà accordé le statut à cette zone de Miluna qui est tenue par une grande famille, la famille Hollande, qui est basée effectivement à Guaka, c'est dans le sud du Bangui. Et l'ambition effectivement du gouvernement, c'est de permettre l'ouverture vers le corridor ouest. Quand vous quittez Miluna, vous arrivez au port d'Akula sur la rivière Mongala, il y a une route qui arrive jusqu'à Zongo, elle est de 350 km. Il y a un pont qui relie Zongo à Bangui, et de là, vous débouchez sur la République centrafricaine, sur le Cameroun. Donc l'ambition de cette zone économique spéciale, c'est d'ouvrir les corridors qui part de la RDC vers la RCA et puis le Cameroun et prendre tous les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Et quand vous descendez vers la partie sud, vous voyez dans la zone du Katanga qui est essentiellement une zone minière, c'est essentiellement une zone qui va être consacrée à la transformation de nos minéraux. Parce que lorsqu'on voit un peu la valeur que nous captons sur nos richesses minières, nous ne captons que 3% de la valeur marchande de nos minéraux. Imaginez-vous, si nous exportons pour 1 milliard, ça veut dire nous captons près de 30 millions seulement de dollars comme pays. Mais lorsque la zone va être opérationnelle, eh bien, nous allons élever le niveau de captage de nos ressources minières au moins à 20-30%, parce que nous aurons donné une valeur ajoutée à nos minéraux. Imaginez-vous, lorsque vous avez le cuivre que vous vendez
ou le cobalt que vous vendez aujourd'hui à un prix X, ce prix reste, soit il fluctue, il quitte de 50 000 dollars la tonne, parfois il est à 40 000 dollars la tonne, mais les matières pour lesquelles on fait le cobalt, on utilise le cobalt, le coltan, et ne change pas. C'est ça, c'est le prix du brut. Voilà. Alors maintenant, nous disons, on transforme localement, et c'est le sens du vaste projet cher au président de la République, c'est celui des batteries et véhicules électriques qui sera installé dans la zone du Katanga pour transformer et le cobalt, et le nickel, et le manganèse, et le lithium, parce que nous avons aujourd'hui les grandes réserves de lithium en dehors de la réserve de Greenbush qui est basée en Australie. Et donc, voilà cet écosystème ajouté à celui de l'Est, où nous avons une zone en chantier à Moussienene, c'est au Nord Kivu, qui va essentiellement prendre tout ce que nous avons comme produits agricoles de l'Est qui ne sont pas transformés parce que nous consommons tout, et de l'Ouganda, et du Rwanda, et du Kenya. Mais pour faire face à ça, il faut une zone qui nous permette de pouvoir transformer localement les produits. Et il y a une opportunité que la Chine nous a offerte, c'est celle de l'industrie du piment. Peut-être ça va surprendre beaucoup de gens. Eh bien, la Chine demande à la RDC 50 000 tonnes de ciment transformé. Et de piment ou de ciment? De piment. Voilà. 50 000 tonnes de ciment transformé pour servir à l'industrie militaire de la Chine. Vous savez que les piments sont utilisés dans l'industrie de fabrication de gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, les piments utilisés aussi dans l'industrie de la câblerie. La câblerie, c'est-à-dire tous les câbles qui sont fabriqués, qui sont souterrains, on enduit ces câbles de matière pimentée pour permettre que les rats et les souris ne puissent pas les attaquer. Et donc, nous avons une demande de près de 50 000 tonnes. Et donc, c'est à l'Est que nous allons installer cette industrie de transformation du piment pour saisir cette opportunité chinoise. Je vais terminer par une grande opportunité, c'est celle de la transformation de notre cuivre en câble électrique. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à la face du monde que la RDC transforme son cuivre en câble électrique à Kinshasa par l'industrie Proton et à Lubumbashi par l'industrie MIS. Nous sommes à même aujourd'hui de devoir livrer sur le marché 1 million de kilomètres de câbles électriques par mois, ce qui nous fait 12 millions de kilomètres de câbles électriques fabriqués made in Congo. Et donc, on peut saisir et le marché congolais et tous les marchés de l'Afrique et donc participer à l'industrialisation et à l'électrification de l'ensemble de l'Afrique. Voilà plus ou moins les décors tels que plantés et tels que cela est initié au niveau du ministère sous la coordination bien entendu du chef du gouvernement qui est le Premier ministre et dans la droite ligne de la vision qu'a tracée le chef de l'État en disant nous devons faire de ce Congo ici un grand hub économique au centre de l'Afrique. Juste une question par rapport au Katanga minier. Vous dites qu'aujourd'hui, nous ne captons que 3%. L'objectif, c'est de 20 à 30%, vous l'avez dit. À quand l'objectif 100 ? Oui, l'objectif 100, c'est à terme. Quand vous voyez le développement de la Chine ou le développement de l'Europe, vous connaissez très bien l'Europe. L'Europe s'est relevée grâce au plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. La Chine, avec Mao Tse-tung, a commencé la révolution industrielle vers les années 80. C'est aujourd'hui, 40 ans après, que la Chine devient la deuxième puissance mondiale. Et donc, si aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous commençons la construction de ces fondamentaux, nous sommes certains qu'à l'horizon 2030-2040, le Congo sera différent de ce qu'il est. Malheureusement, les Congolais ne veulent pas qu'on parle en termes de 10 ans, en termes de 15 ans. Tout le monde me demande, mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je me dis, mais quand on suit la trajectoire de tous les pays qui se sont développés, il n'y a aucun pays qui s'est développé en une année ou en 2 ans. Quand un membre du gouvernement ou quelqu'un d'autre vous dit que s'il lui prenait le pouvoir dans une année, il va développer un pays, ça c'est simplement du mensonge pour attirer la sympathie de l'opinion. Mais comme aussi scientifiques, nous devons quand même de restituer à l'opinion la vérité que développer un pays ne se fait pas par un coup de baguette magique. Pour développer un pays, il faut une planification. Et c'est le sens de notre plan directeur d'industrialisation que nous avons élaboré pour dire il nous faut 58 milliards pour construire et les infrastructures routières, et les infrastructures ferroviaires, et les infrastructures énergétiques, et les infrastructures portuaires, et les infrastructures aéroportuaires, et les zones économiques spéciales. Mais tout cela se déroule dans une planification sur 10 à 15 ans. 2040, vous dites, et que donc 2040, je pense que nous serons là avec vous. Eh bien, je ne serai pas ministre de l'Industrie certainement, mais au moins, si je suis en vie, je serai en train de voir comment ce plan sera en train d'être matérialisé. Alors, excusez-moi, je vais faire le Congolais. Vous avez parlé de 6 zones en chantier, puisqu'il faut commencer quelque part. 30 secondes
parlons de ces zones qui seront le départ de cette industrialisation accélérée. Où en est-on en clair dans l'installation de ces zones? Apparemment, l'Est agricole, on parle encore au futur. Le Katanga minier, on en parle encore au futur. L'Équateur agricole, c'est encore au futur. Les 2 zones à Kinshasa commencent à se matérialiser. Mais à quand ces 6 zones effectives? Oui. Toutes ces zones dont on parle, ce n'est pas au futur. À Kinshasa, la zone est déjà opérationnelle. Il y a des unités industrielles qui s'y sont installées. Déjà dans les 2, 3, 4 jours, nous attendons la validation de la présidente de la République pour nous donner les jours exacts. Dans ces 6 jours qui viennent après cette émission, vous serez informés de quand est-ce que nous allons lancer la première production dans la zone pilote de Maluku. On l'a appelée zone pilote pour donner des indications qu'il faut commencer quelque part. Parce que si on embrasse les tout à la fois, il y a des risques qu'on ne réalise rien. Voilà pourquoi nous avons appelé cette zone la zone économique spéciale pilote de Maluku. On y commence la production dans les 6 jours qui suivent. Je pense que Top Congo sera invité pour couvrir l'événement et livrer à la face du monde les premiers matériaux de construction made in Congo, les carreaux, les faïences, et désormais limiter la facture d'importation. En mai 2024, nous allons vous produire les premiers produits Pepsi made in Congo, ici à Kinshasa. C'est peut-être du jamais vu. Quand vous allez vers l'Équateur, ce n'est pas une zone du futur. Eh bien, on a commencé la torréfication du café, la transformation du cacao. Et à Goma, on a commencé la transformation du cacao en chocolat. Je pense que vous avez souvent été à Goma ou d'autres qui y sont. Ils savent que déjà on peut prendre du chocolat made in Congo. C'est pas du chocolat de la France, c'est pas du chocolat de l'Italie, c'est pas du chocolat de la Chine ou des États-Unis. Quand vous descendez dans d'autres espaces, comme je l'ai dit à Lubumbashi, c'est du concret. On a commencé la production des câbles électriques, ce n'est pas le futur. Donc, mais bien évidemment, les attentes de la population sont nombreuses. Et il n'est pas possible qu'en 2, 3 ans, 4 ans, on arrive à réaliser ou à atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. C'est dans une planification sur un horizon tel que je l'ai indiqué ici qu'on peut arriver à réaliser un programme. Donc, nous sommes sur ces chantiers-là et je crois que petit à petit, les gens vont commencer à voir des produits made in Congo être faits ici et ça va faire la joie de l'ensemble de ces sceptiques-là qui croyaient que les Congolais ne font que des discours, ne font que parler. À l'industrie, c'est du concret et je pense que tout le monde va s'en rendre compte bientôt. Mais pour ces objectifs à court terme annoncés récemment, vous avez même vous-même parlé de Kinmalebo. C'était 6 mois d'installation, on en parle depuis 2021, où en est-on? Une zone, pour qu'elle s'installe, premièrement, il faut des études de faisabilité. La zone de Kinmalebo est en train de faire ses études de faisabilité parce qu'une zone ne fonctionne pas sans qu'il y ait attrait de capitaux étrangers ou des capitaux nationaux. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut investir à Kinshasa, dans le secteur du bois, dans la zone Kinmalebo, il faut qu'il dispose de l'étude de faisabilité qui montre réellement que la zone est attractive. Quelqu'un ne peut pas venir jeter ses capitaux ici dans une zone parce que simplement il en a. Non, quelqu'un veut avoir une étude qui démontre le niveau de rentabilité de son commerce, de ses activités, comment il va gagner, parce qu'il ne vient pas jeter l'argent parce que les Congolais ont des beaux yeux. Non, il vient comme capitaliste pour s'installer ici. Il doit étudier les marchés. Il doit savoir s'il livre les biens à la population quinoise, quel est le niveau de quinoa à s'approprier la production. Et il doit étudier en dehors de Kinshasa quel est l'autre marché qu'il peut capter, c'est-à-dire les marchés au niveau intérieur et au niveau extérieur, parce qu'une zone économique spéciale a aussi pour ambition non seulement de satisfaire la demande locale, mais également de devoir faciliter les exportations pour que des rentrées de devises se fassent au niveau du pays et ainsi aider à stabiliser la monnaie. Donc c'est ce qui se passe dans la zone de Kinmalebo où on est au niveau des études de faisabilité, au niveau de l'aménagement de la zone, et dès que les études sont faites, à l'instar de ce que j'ai visité d'ailleurs au Cameroun, dans la zone, disons au Gabon, dans la zone économique spéciale d'Nkok, c'est à ce moment-là, lorsque les études sont faites, que l'aménageur qui est à Rise va maintenant faire un appel à investisseurs
aussi bien nationaux qu'étrangers. Vous avez tout à l'heure dit attrait de capitaux étrangers d'abord, vous avez dit nationaux ensuite. Serait-ce un lapsus révélateur de la réalité du Congolais? Vous êtes à la tête de ce ministère depuis 4 ans. Combien d'industriels, le président avait dit que c'était un de ses objectifs, combien d'industriels ont été créés ou installés concrètement? Et je parle d'industriels particulièrement congolais. Nous avons trouvé la RDC en 2019 avec 525 unités industrielles. Aujourd'hui, nous sommes à près des milliers d'unités industrielles, près de 1000 unités industrielles. Donc, je pourrais être concret, c'est autour de 800 unités industrielles qui sont disséminées à travers la République. Et donc, la structure gouvernementale qui a aidé à la promotion effectivement de ces unités industrielles, c'est le Fonds de promotion de l'industrie. Vous savez que le fonds a été créé en 1989. Ça fait maintenant presque 34 ans que ce fonds a été créé et les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que chaque jour, il y a des prélèvements qui sont faits sur les importations et sur les exportations. Mais quand nous sommes arrivés à la tête de ces ministères, bien évidemment, le président de la République nous a demandé de réellement faire de ce fonds un fonds qui fait la promotion de l'industrie congolaise. Est-ce qu'il le fait vraiment? Voilà pourquoi nous avons identifié un problème majeur, c'était l'accès au crédit. Les taux d'accès au fonds du FPI étaient situés entre 10 et 12%. Autant que les banques. Autant que les banques. Et donc, ça ne pouvait attirer personne. Et lorsque nous sommes arrivés, les institutions étaient claires. Nous avons rabattu les taux d'accès au crédit du FPI à 6%, s'il vous plaît. Ça n'existe nulle part dans aucune banque congolaise. Et pour les entreprises des jeunes et des femmes, nous avons ramené les taux d'accès au crédit à 4%. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un jeune, avec votre initiative, avec votre entreprise que vous voulez créer, eh bien, peut-être les gens n'ont pas cette information, mais on a communiqué suffisamment sur ça. Eh bien, il vous faut seulement présenter votre dossier et remplir les conditions telles que les FPI les demandent et seulement payer annuellement 4%. Si vous êtes un jeune ou une femme. Pour les autres, on a rabattu cela à 6%. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'unités qui sont nées. Quand vous allez dans le Congo central, par exemple, nous avons identifié qu'il y avait un problème. L'industrie du ciment qu'on a installée là-bas posait un sérieux problème d'emballage. C'est-à-dire on continue à importer les emballages de l'Occident ou de l'Europe ou de la Chine, ce qui nous faisait beaucoup de millions de dollars qui sortaient chaque année. Et donc, le FPI a dû financer une unité de fabrication des emballages, à la fois du ciment et des produits agricoles. Et aujourd'hui, cette unité industrielle existe à Kimpese, avec une capacité de production de 40 millions de sacs d'emballage ici au Congo. Made in Congo, ce n'est pas question d'importation de oui, mais est-ce que vous avez beaucoup de tel exemple de réussite avec le FPI? Le FPI, à l'origine, vous avez dit début des années 80, ce n'était pas un fonds créé pour durer, c'était un fonds qui devait rapidement se transformer en banque d'investissement. D'où l'ambition qu'il faisait naître dès sa création. Comment est-ce que de ce FPI qui a beaucoup été décrié, c'était beaucoup d'argent débloqué, on a vu qu'il y a eu beaucoup de scandales à ce sujet, on peut réellement se dire que l'argent que chacun paye à l'importation de ces biens servira réellement à l'investissement? Bon, on ne revient pas sur les scandales, on revient sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est de faire en sorte que désormais les fonds du FPI servent à la promotion de l'industrie. Je vous cite un exemple. Deuxième exemple, vous allez au Sud Kivu. Il y avait une sucrerie qu'on appelle la sucrerie de Kiliba à l'époque, parce que nous importons du sucre de partout. Mais avec les fonds aujourd'hui, eh bien, on a injecté des capitaux dans la sucrerie de Kiliba, qui ne s'appelle plus sucrerie de Kiliba, qui est une sucrerie du Kivu aujourd'hui. Et aujourd'hui, la sucrerie est en train de renaître avec un encadrement de plus de 1600 planteurs de canne à sucre par les fonds que le FPI a injectés. Lorsque vous allez à l'espace Kasaï, par exemple, vous avez la construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka. Parce qu'on a constaté qu'on ne peut pas industrialiser Mbujimayi et environ sans l'électricité. Et même l'Amiba a des problèmes d'électricité. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de financer via les FPI la centrale de Chipuka qui a une capacité de 10 MW. Lorsque vous descendez, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, dans l'espace Katanga où on transforme le cuivre, c'est le FPI
effectivement, qui a financé cette entreprise qui produit aujourd'hui les câbles électriques. Dans le même espace d'Ikatanga, il s'est posé un problème d'importation des œufs. L'industrie des œufs, l'industrie alimentaire, agroalimentaire, c'est le FPI qui a financé effectivement Congo Œufs, qui est une grande entreprise qui fabrique, qui donne les œufs à la population congolaise. Lorsque vous redescendez un peu partout sur l'ensemble de la République, vous trouvez autant d'actions que le FPI, à travers la nouvelle orientation que nous lui avons faite, vous trouvez autant d'actions qui sont en train d'être faites pour essayer un peu de relever. Vous allez aujourd'hui dans les Bandundu, à Vanga précisément, dans les territoires de Bulungu. Nous allons aussi solliciter le président de la République pour qu'il nous donne l'accord par rapport à son agenda pour inaugurer pour la première fois une usine de transformation de l'huile de palme, de fabrication de l'huile palmiste, de fabrication du biodiesel même. C'est ici au Congo. Eh bien, c'est par les fonds que le FPI a injecté dans l'entreprise qu'on appelle Krisnovich, et c'est dans les Bandundu, qui encadre plus de 3000 planteurs de palmiers et qui aujourd'hui sont heureux de voir toute leur production être transformée dans les Bandundu. On va avoir l'huile raffinée, on va avoir l'huile palmiste, on va avoir les savons, on va avoir tout pour mettre fin à l'importation de l'huile de palme qui alimente Marsavco à partir de la Malaisie. Vous savez que nous perdons des millions de dollars lorsque nous devons importer l'huile de palme de Malaisie. Alors qu'hier, on a produit... Pour devoir servir Marsavco. Et donc, cet écosystème-là qui est fait au niveau du ministère de l'Industrie, c'est pour permettre finalement de créer des richesses chez nous. Parce que quand nous faisons le commerce avec l'étranger, nous développons l'industrie des autres. Nous créons les richesses chez les autres, nous créons de l'emploi chez les autres. Mais maintenant, avec ce que je vous dis ici, en moins de 5 ans, vous voyez... C'est seulement l'échantillon, parce qu'on ne peut pas dans une émission dérouler tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes un gouvernement, eh bien on ne peut pas en une émission de 30-45 minutes dérouler l'ensemble des réalisations qui ont été faites. Tout ça via le FPI qui ne s'est pas encore transformé en banque d'investissement, on y reviendra peut-être plus tard. Mais la question originale, c'était de tous ces projets, combien sont... Tous sont made in Congo, d'accord, mais combien sont congolais? L'important, ce n'est pas l'identité de l'investisseur. L'important, c'est l'activité à réaliser au Congo. Ce qui est vrai, c'est que nous avons, avec le ministère qui est en charge de l'emploi et celui qui est en charge de la formation professionnelle, nous avons donné un certain pourcentage par rapport à la limitation du personnel d'origine étrangère. C'est-à-dire, au-delà de 20%, on ne peut pas accepter effectivement qu'une entreprise soit essentiellement composée des étrangers. Plus de 80%. Et donc 80% doivent être essentiellement des Congolais. Et c'est tout à fait normal. Mais, lorsque nous avons une nouvelle technologie, on ne peut pas dire qu'on va recruter des Congolais quand on sait peut-être qu'ils n'ont pas la technologie. Et ce que nous avons donné comme innovation, c'est que dans chaque zone économique spéciale, nous allons y installer une école de transfert de technologie. Donc à Maluku, il y aura une école qui va, même si les Chinois sont là pour produire les carreaux, même si les Indiens sont là pour produire les produits Pepsi, même si les autres seront là pour l'industrie pharmaceutique, il y aura une école qui va former les Congolais pour qu'à l'horizon de 5 à 10 ans, nous nous rassurions qu'on diminue de plus en plus la main-d'œuvre étrangère pour la remplacer par les local content, comme on l'a dit, c'est-à-dire le contenu local qui aura été formé dans des écoles ouvertes dans chaque écosystème économique qui se crée. Vous êtes très à l'aise pour parler de la main-d'œuvre, 80% congolaise, mais l'investissement, un chiffre en termes au niveau du FPI, combien de Congolais, quel est le ratio nationaux-étrangers? Les ratios au niveau des capitaux qui sont donnés au niveau du FPI, essentiellement les capitaux sont livrés aux Congolais. Essentiellement aux Congolais. Mais comme vous le savez, quand un étranger a une entreprise de droit congolais installée au Congo, cette entreprise de droit congolais accède à tous les fonds. C'est-à-dire, on ne peut pas dire parce que quelqu'un est étranger n'accédera pas aux fonds alors qu'il a une entreprise de droit congolais. Et vous savez que la loi sur la sous-traitance demande effectivement que dans tous les capitaux qui se meuvent dans le pays, au moins on se rassure que les Congolais font partie de ceux qui ont certaines actions. Et donc, c'est une interpellation que nous faisons aussi aux Congolais. Parfois, les Congolais veulent seulement voir les étrangers venir. Quand on dit on ouvre une zone économique spéciale, elle n'est pas une zone ouverte aux étrangers. C'est une zone ouverte à tout le monde. Mais ce que nous constatons, c'est que les Congolais aiment plus le commerce que l'investissement. En fait, le commerce, quel est l'avantage du commerce? C'est que chacun
il voit son argent à chaque mouvement. Il peut vendre aujourd'hui et le soir, il sait qu'il a ses $1000 en poche. Tandis que l'investissement, c'est qu'on ne voit l'argent en poche que 5 ans plus tard. Et beaucoup de Congolais n'ont pas cette culture d'investissement sur 5, 10, 15 ans. Ils pensent que c'est de l'argent perdu. Alors, la culture que nous voulons enseigner partout, c'est d'appeler les Congolais à développer davantage la culture d'investissement. On ne peut pas développer un pays par le commerce. On développe un pays par l'investissement à long terme. Construire les fondamentaux et se projeter sur 10, sur 15 ans et commencer maintenant à avoir en retour les fruits de l'investissement. Si nous nous mettons dans cette optique-là, eh bien, nous allons voir ce Congo se réveiller d'ici 5-10 ans. Et cela a affecté même la population. Dans la perception de la population, vous voyez les gens me demander, mais qu'est-ce que vous avez fait? Combien d'industries nous pouvons compter à votre actif? Je me dis, effectivement, c'est cette perception trop simpliste du développement du pays qui a affecté l'ensemble de la population. Le sens de planification a disparu. Je donne un exemple très banal pour que les auditeurs me comprennent, ou les téléspectateurs. Même quand on se marie, il faut 9 mois pour avoir un enfant. Et Dieu seul sait si en 9 mois tout le monde a un enfant. Il y en a qui font 5 ans, il y en a qui font 10 ans, il y en a qui font 3 ans. Donc, de la même manière, un projet, lorsqu'il naît, il ne peut pas produire les produits, si vous voulez, ou les fruits dans les mois qui suivent. Il faut la construction des fondamentaux, il faut des études de faisabilité, il faut la certitude que les capitaux qui seront investis vont avoir une rentabilité. Il faut autant de paramètres pour qu'on en arrive. Vous savez, la zone de Maluku, la zone économique spéciale date de 2012 et la loi sur les zones économiques spéciales a été votée par le Parlement en 2014. Mais c'est 9 ans plus tard, c'est-à-dire en 2023, que nous allons sortir la première production. Donc je crois qu'il faut que les gens se mettent dans cette optique-là de comprendre qu'un développement ne se fait pas par un coup de baguette magique. Un développement se planifie sur les cours, les moyens et plus sur le long terme. Il n'y a aucun développement qui se fait dans le court terme. Il n'existerait pas. Et on reparle du plan directeur d'industrialisation. Vous avez annoncé 58 milliards. On ne les aura pas à l'horizon 2040. Et la question suivante est, à quel horizon pensez-vous que la RDC pourra revenir à son niveau de production d'avant l'indépendance? Moi, je pense que déjà d'ici 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, nous pourrions déjà atteindre les niveaux de 2060. Parce qu'en 1960, nous avions autour de 9600 unités industrielles. Alors, si en 2023, nous sommes déjà à près de 1000 unités industrielles, et avec les effets multiplicateurs et le travail qui est fait aujourd'hui, nous pensons que dans les 7 ans à venir... Vous allez multiplier le charroi par 5. Nous allons multiplier effectivement par 5 ou par 6. Pourquoi? Parce que lorsque une entreprise s'installe, je vous donne un exemple. Pepsi vient de s'installer dans la zone de Maluku. C'est à la fois une entreprise américaine et indienne. Quand celui-là s'installe, ça crédibilise davantage les pays. Quand les Chinois qui produisent les carreaux à Maluku s'installe, ça crédibilise davantage les pays. Quand on installe une zone, par exemple à Miluna, dans le sud du Bangui, nous avons vu l'Union européenne se joindre à nous pour dire, nous aussi, nous allons commencer à financer maintenant la route qui va du port d'Akula jusqu'à Zongo. Donc, autant d'initiatives locales qui sont faites, c'est autant d'attractions de nouvelles initiatives. Donc, on peut commencer par 5 aujourd'hui, mais cet écosystème que nous construisons avec l'amélioration du climat des affaires va permettre effectivement que dans les 7, 8, 10 ans qui viennent, il y aura des effets multiplicateurs qui permettront de ne plus suivre le même rythme que nous avons connu à la première année, mais désormais, à la deuxième année, peut-être de doubler, à la troisième année de quadrupler, à la cinquième année de quintupler, et ainsi arriver à l'horizon 2030-2040 avec 10 000 unités industrielles, et moi je pense que c'est possible. Donc en 2030, le ministre de l'Industrie nous le dit de manière solennelle aujourd'hui, nous reviendrons ou nous atteindrons le niveau de 1960. D'ailleurs, c'est tard. C'est tard. Moi je pense que nous sommes déjà sur la voie, mais en 2030, je peux confirmer que l'élan étant ce qu'il est aujourd'hui et la volonté étant affichée au niveau politique, parce que lorsque vous voyez des pays qui ont réussi, il y a un élément important
qu'il faut considérer, c'est la volonté politique. Mais à la volonté, on ajoute la détermination et la planification. Parce qu'on peut avoir la volonté, mais si on n'est pas déterminé et si on ne planifie pas, la volonté ne va pas faire la planification. Ce qui est visible aujourd'hui, c'est qu'au moins dans chacun des ministères, au niveau de notre gouvernement, on sent qu'il y a maintenant des plans qui sont élaborés. Mais bien évidemment, beaucoup diront, mais il y a eu plusieurs plans qui sont restés dans les tiroirs. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, au moins, on a un budget qui a dépassé les 10 milliards de dollars en ressources propres, ce qui n'avait jamais existé plutôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons un budget de 10 milliards en ressources propres et qu'on respecte la structure d'un budget en allouant 30% du budget aux investissements, eh bien, donc on est à même d'investir 3 milliards chaque année. C'est que en 10 ans, on peut investir 30 milliards. Ça, c'est lorsque le budget est stationnaire. Mais si déjà on a un budget de 10 milliards et qu'on commence à construire les fondamentaux, on va élargir l'assiette fiscale et donc l'année suivante, on n'aura plus un budget de 10 milliards. On va passer à 16 milliards, on va passer l'année suivante à 20 milliards. Et donc si on prend les 10% de chaque budget de manière exponentielle, on peut considérer que dans les 10 ans qui arrivent, eh bien, on peut avoir investi autour de 50 à 60 milliards dans les vrais investissements pour créer un écosystème économique à même de faire de la RDC réellement une gâchette au sein de l'Afrique, comme le disait Frantz Fanon. En termes de pourcentage, à la date d'aujourd'hui, budget 2023, quel est le pourcentage attribué à l'investissement? Bon, de manière théorique, parce que nous avons adopté un budget qui n'est pas encore passé par le Parlement d'autour de 16 milliards de dollars. Je sais qu'arrivé au Parlement, peut-être qu'on peut les remonter à 18, c'est l'autorité budgétaire, ou à 20, on ne sait pas. En termes d'investissement, théoriquement, c'est 49%, selon la présentation du ministre du Budget, alloué à l'investissement. Et ça, c'est une avancée significative. Donc, si nous avons un budget autour de 10 milliards, disons, en ressources propres, parce que moi je prends les budgets composés des ressources propres au gouvernement, mais également des recettes extérieures. Alors, en ressources propres, si nous avons 10 à 12 milliards de dollars et que nous mettons 49% ou 45% dans l'investissement, ça nous donne autour de 5 milliards de dollars. Et je prends l'exemple des routes. Si nous voulons construire les routes dans cette fourchette de 5 milliards de dollars et que nous prenions par exemple 50% de 5 milliards, ça vous fait 2 milliards 500. Ça fait 2500 km de routes asphaltées. Impossible à réaliser en un an. C'est impossible à réaliser. Il faut se le dire. Il faut se le dire, mais au moins on peut se donner cette ambition de dire on affecte 50% du budget d'investissement aux infrastructures routières. Parce que lorsque vous passez dans tous les pays, qu'il s'agisse des dragons asiatiques ou des tigres asiatiques, c'est-à-dire la Corée du Sud, les Philippines, Thaïlande, Taïwan, vous ajoutez maintenant le Japon, vous ajoutez la Chine, la première chose que ces pays ont fait, c'est de pouvoir construire les infrastructures. Et donc, dans notre gouvernement, il y a cette ambition-là de dire on doit consacrer des ressources importantes dans l'amélioration des infrastructures parce que de ces infrastructures dépend le reste du développement. Les pays états grands, 2 345 000 km, vous le verrez dans les plans d'industrialisation, on ne peut pas développer ces pays sans route, sans chemin de fer, sans port, sans aéroport et sans cet écosystème-là qui permet l'interconnexion de toutes les provinces et de tous les territoires. Et c'est l'essence même du programme présidentiel qu'on appelle PDL 145 territoires. Parce qu'on a compris effectivement que depuis 1960, il y a un développement presque centré sur Kinshasa. C'est-à-dire les gens pensent que quand on a parlé de Kinshasa et quand on a aménagé quelque chose à Kinshasa, on a parlé de la République. Non. Le président s'est rendu compte qu'il y a un problème très sérieux, c'est qu'on peut estimer avoir fait quelque chose à Kinshasa, mais oublier qu'il y a 145 autres territoires qui ne sont pas atteints. Et donc, désormais, on a inversé la tendance pour nous dire, nous devons commencer par les territoires pour remonter maintenant vers le niveau central. Et c'est le sens de l'affirmation du principe de décentralisation qui est consacré dans notre Constitution. Pour dire, nous devons davantage transférer et les compétences et les ressources au niveau des entités de base pour que celles-ci, en s'autonomisant, nous permettent d'atteindre 70% de notre population. Parce que Kinshasa, c'est 16 millions d'habitants, mais la RDC, c'est 100 millions d'habitants. Et à Kinshasa, il faut faire attention. En 1960,
la RDC avait 16 millions d'habitants. 63 ans après, la RDC a 100 millions d'habitants. Si on fait la même projection statistique, c'est que Kinshasa, qui a 16 millions d'habitants aujourd'hui, 60 ans après, Kinshasa aura 100 millions d'habitants. Et donc, il faudrait que les autorités commencent à élaborer une planification qui permette à Kinshasa de faire face à 100 millions d'habitants d'ici 60 ans. Et c'est le sens de tous ces plans que nous élaborons. Bon, malheureusement, les plans relèvent des réalisations invisibles par les communs des mortels. Quand vous dites à quelqu'un que vous avez élaboré un plan, il dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais je pense qu'on n'est pas obligé seulement à parler à ceux qui n'ont pas la compréhension totale du développement d'un État. Quand nous arrivons dans une émission comme celle-ci, chez Top Congo, je crois que l'avantage que vous avez, c'est que Top Congo a aussi un caractère pédagogique. C'est question aussi de devoir éduquer la population sur la manière dont un pays se développe. Tout le monde pense qu'un pays se développe seulement parce que tel a dit, bon, nous voulons atteindre ceci et ça doit se faire le lendemain. Non, ça ne se fera jamais. Donc, je crois qu'il faudra davantage éduquer la population sur les étapes de développement d'un État. Ça ne se fera pas en un mois, ça ne se fera pas en une année, mais c'est souvent à l'horizon de 10, 15, 20, 30 ans. Pédagogie pour Top Congo, mais aussi pour vous politiques qui souvent promettez, y compris l'irréalisable. Parlons politique maintenant. Je suis un peu gêné parce que j'ai envie de prendre ce sujet-là de manière scientifique d'abord. Je reviens sur une thèse que vous êtes en train de préparer, où vous présentez un doctorat à l'UNIKIN, sur la résolution des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, dans laquelle thèse vous semblez ne pas être d'accord avec l'état de siège. Alors ma question est la suivante, elle sera directe. Je ne sais pas si je parle aux politiques ou aux scientifiques. Quel est le combat interne qui existe entre le scientifique Julien Paluku et le politique membre du gouvernement Julien Paluku, qui se trouve dans un gouvernement où on défend une thèse que le scientifique combat? Bon, les combats internes, c'est la rationalité, c'est la raison. Ce qui est vrai qu'un scientifique parle sans beaucoup de gants. Un politique, il parle en considérant qu'il se trouve dans une sorte de moule qui donne des orientations stratégiques par rapport à des questions. Et donc, par rapport à cette question, il a été organisé une table ronde. Vous avez suivi par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Mais les résultats de cette table ronde ont été amenés chez le président de la République par le Premier ministre. Et donc, comme membre du gouvernement, nous restons solidaires avec ce que le président de la République va prendre comme décision à l'issue de ce que les participants à la table ronde ont pu dire. Ça, c'est comme membre du gouvernement et comme scientifique? Comme scientifique, nous préparons une thèse. Nous avons défendu récemment notre mémoire de DA à l'université de Kinshasa. Nous parlons des conflits au Nord Kivu, où nous sommes en train de démontrer effectivement par ce qu'on appelle le pentagone managérial comment on peut arriver à trouver des réponses à la crise qui n'a que trop duré. Mais je crois que par rapport à cette question, il faudrait une émission pour que je vous déroule la manière dont je vois la situation sécuritaire à l'est du pays et comment j'aborde la thérapeutique appropriée pour devoir y mettre un terme. Mais sinon, si on doit aborder la question maintenant, on fera plus qu'une heure. Non, mais à cette émission, vous voulez qu'on invite le politique ou les scientifiques? À cette émission, vous avez invité un membre du gouvernement. Une autre émission, j'essaie d'inviter comme scientifique. Et le scientifique, il sera opposé à ce que le politique aura dit? Non, il ne sera pas opposé, mais il sera rationnel par rapport aux recherches. Parce que les recherches sont têtues. Elles s'opposent aux faits politiques, aux faits sociologiques, aux faits culturels. Ce sont des recherches. Lorsque nous allons donner les résultats de nos recherches, eh bien, ça peut blesser certaines sensibilités, aussi bien politiques que sociologiques, que culturelles, mais ça reste des faits scientifiques. Et la science est faite pour ça. Vous avez été gouverneur pendant 11 ans. Vous avez vécu plusieurs guerres. M23, Kunda, tout ça vous connaissez? Bon, je ne connais pas, j'ai vécu. Quelle est la meilleure approche selon vous? Maintenant, je parle aux politiques. Oui. Qui est scientifique, qui doit être dans la solidarité, mais le gouverneur a été politique. La question de l'Est, je dois dire qu'il y a eu des réponses
qui avaient été prises à l'époque, mais qui n'ont pas été réellement des solutions. Je prends l'exemple de toute la série de négociations. On a convoqué la conférence de Goma, on a fait les actes d'engagement en 2007-2008, on a fait les accords de paix entre les CNDP, les gouvernements et les groupes armés. On a créé autant d'écosystèmes pour croire que c'était la fin de la guerre. Mais dans la thèse que je suis en train de faire à l'université de Kinshasa, c'est que je crois qu'on a raté deux choses. La première, c'est la construction de notre système de défense. L'armée. Et nous avons une armée qui est presque une pyramide renversée en termes d'âge, en termes de grade. Et lorsque vous voyez le président de la République aujourd'hui s'investir dans le recrutement, c'est parce qu'il a vu effectivement les problèmes. C'est que la structure de notre armée demande qu'il y ait un renouvellement, mais au-delà du renouvellement, il faut un équipement. Au-delà de l'équipement, il faut une professionnalisation. Et donc, lorsque vous voyez les rapports des effectifs militaires dans la région, les Rwandais à 33 000 hommes, les Burundais à 35 000 hommes, l'Ouganda autour de 55 000 hommes. Mais les Rwandais, c'est 80 fois plus petit que la RDC. C'est-à-dire les ratios des militaires par kilomètre carré est d'à peu près 1 militaire au kilomètre carré. Tandis que les ratios dans d'autres pays peuvent aller jusqu'à un policier ou un militaire sur 150 km². Ce qui fait que lorsqu'on analyse scientifiquement l'occupation de l'espace par les forces de défense et de sécurité, on se rend effectivement compte que l'espace n'est pas occupé et il est favorable à l'émergence de n'importe quel type de groupe. Là, vraiment, c'est la science. Donc, l'espace n'étant pas occupé, lorsque vous voyez les ratios d'un élément de force de défense sur 150 km², ça veut dire que lorsqu'un événement se produit au 149e km², il faut qu'il soit là, alors qu'il ne peut pas y être. Et donc, il se développe dans cet espace où il n'est pas des forces supplétives. C'est ce qui explique l'émergence des groupes armés. Les groupes armés se développent dans des espaces parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la légitimité des substitutions. Oui, mais il y a une sorte de substitution. Oui, mais ces groupes armés ne se développent pas que parce qu'ils manquent de la sécurité, ils se développent principalement parce que là où ils sont, où ils vont, il y a des richesses à exploiter. Bon, ça c'est l'iceberg qui est visible. L'iceberg visible, c'est de dire qu'il y a des richesses à exploiter. Lorsque vous analysez la situation de l'insécurité depuis les années 90, eh bien, il y a au-delà de cette richesse qui est à l'origine de la création des groupes armés. Il y a des facteurs sociologiques, il y a des facteurs liés à l'invasion de la République, il y a des facteurs de l'inoccupation de l'espace par les forces de défense et de sécurité, ce qui crée une autorité de fait. En fait, là où l'autorité n'existe pas, il y a une autorité de substitution qui se crée. Et donc, malheureusement, ce sont des éléments de ma thèse que je vais devoir mettre à la portée du public le jour où je défendrai. D'où l'importance peut-être de l'état de siège pour renforcer la présence de l'armée. Je ne vous demande pas de répondre puisque le ministre risque de s'opposer aux scientifiques. Vous avez dit premier point l'armée, deuxième point ? Deuxième point, c'est la police. Parce que même si l'armée a pour mission l'intégrité du territoire, mais lorsqu'elle a fait son travail, il faut que derrière elle, il y ait des unités maintenant qui occupent l'espace. Et ce sont les unités de la police nationale. Et nous sommes heureux aujourd'hui que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur ait lancé officiellement le recrutement de près de 11 000, je crois, policiers sur l'ensemble de la République. Mais moi, je crois qu'il faut aller au-delà de ça. C'est déjà un début. Mais lorsque vous voyez l'espace et que vous faites les ratios, 2 millions de kilomètres carrés sur 11 000 policiers, vous voyez les ratios du policier par kilomètre carré. Et donc, il est important que nous, dans la planification, au niveau des questions sécuritaires, nous commençons à réfléchir comme d'autres
d'autres réfléchissent par rapport à l'occupation de l'espace par les unités de défense. C'est-à-dire, nous sommes des millions de kilomètres carrés. Comment nous pouvons occuper militairement et policièrement, si je peux le dire comme ça, notre espace? À ce moment-là, nous pourrions maintenant organiser un recrutement en fonction de l'occupation réelle de l'espace et de nous rassurer que nous avons maîtrisé tout cet espace et qu'aucun élément ne puisse s'y développer pour se substituer à l'État, parce qu'il y a seulement l'absence de l'autorité de l'État dans certains espaces. Et là, l'état de siège, puisque vous avez parlé de l'armée et vous avez rajouté la police, pourrait être aussi ou pouvait être le résultat, mais je ne vais pas demander, ou est-ce que je peux demander au ministre qui contredira le scientifique Julien Paluku? Non, si ça a été une tentative de solution à la crise. C'est-à-dire la crise a existé et il a fallu concentrer le pouvoir entre les mains des militaires, et pouvoir civil et pouvoir militaire. Ça a été une stratégie, l'évaluation a été faite, le chef de l'État a reçu les résultats des travaux par rapport à l'évaluation, eh bien, il devra rendre public la décision finale. Attendons donc. Nous devons attendre effectivement le président de la République. Mais vous avez dit ça a été, ça ne l'est plus alors. Oui, c'est-à-dire, l'évaluation a été faite d'abord par le chef du gouvernement. J'étais d'ailleurs je faisais partie de ceux qui allaient dans les différentes missions d'évaluation et à Goma et à Ituri. Mais au-delà de ça, le chef de l'État a dit qu'il faut convoquer une table ronde pour élargir l'évaluation à d'autres couches. Ça a été fait ici à Kinshasa et les résultats transmis officiellement au président de la République, il va les lire, il va, en tant que chef de l'État qui a le pouvoir régalien, il va maintenant adapter la solution et à ce que lui connaît comme commandant suprême et à ce que la table ronde lui aura recommandé pour sortir peut-être une solution médiane qui va rendre public et que nous aurons à découvrir tous. Et à laquelle vous adhérerez. Mais tout à fait. Lorsque le chef de l'État, qui a beaucoup de connaissances des paramètres que nous ne connaissons pas, parce qu'il a des paramètres externes, des paramètres internes, paramètres sécuritaires que nous ne connaissons pas, lorsqu'il aura analysé profondément les résultats des rapports, l'état des sièges, avec ce qu'il connaît, il trouvera une solution médiane à laquelle tous nous allons adhérer comme commandant suprême des forces armées. Comprenez-vous Martin Fayulu, qui conditionne aussi sa participation aux élections, aux opérations dans le Rutshuru et le Masisi? Bon, moi je pense que d'abord comme acteur politique, ça fait mal que Rutshuru et Masisi ne puissent pas aller aux élections. Mais comme vous le savez, la loi sur la répartition des sièges a donné une partie de la réponse à ça. C'est qu'on a défini le nombre de sièges pour Masisi, c'est 8 sièges. On a défini le nombre de sièges pour Rutshuru, c'est 7 sièges. Sur la base de l'ancien enrôlement. On est parti d'une constante. Ça aurait pu être plus. On est parti d'une constante. Moins. Le Nord Kivu a toujours eu 48 députés nationaux. Mais avec la nouvelle loi électorale, le Nord Kivu a 47. C'est le deuxième poumon électoral en RDC. Après Kinshasa, c'est le Nord Kivu. Et donc, depuis 2006, je suis en même temps statisticien aussi, depuis 2006, il s'est observé une constante dans l'accroissement de la population. Et c'est ce qui a fondé la décision de la CENI pour dire, comme il y a une constante qui s'observe depuis 2006, et que Masisi et Rutshuru, Beni, Butembo, Lubero, Walikale ont toujours le même nombre de sièges, on n'a pas de raison, même s'il n'y a pas eu un enrôlement, de devoir éviter que ces entités ne puissent avoir leur siège. Et on a respecté la constante statistique pour devoir attribuer les sièges à Rutshuru. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qui reste, il y a un cas de jurisprudence. Butembo et Beni, en 2018, n'avaient pas voté à la suite des motifs qui avaient été évoqués à cette époque-là. Si réellement l'ambition du gouvernement, c'est de devoir organiser les élections dans ces entités et que les sièges sont connus, moi je pense que si les conditions deviennent difficiles, eh bien, on pourrait peut-être postposer l'élection de Rutshuru et de Masisi et rassurer l'opinion qu'il y aura élection. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent, et là c'est un point de vue qui m'engage, que la CENI pourrait ouvrir les bureaux de réception et de traitement des candidatures à Goma. C'est-à-dire, on peut enregistrer les candidats de Rutshuru, on peut enregistrer les candidats de Masisi parce que les sièges sont connus. Oui, mais leur population ne s'étant pas enrôlée, on ne connaîtra pas le nombre d'électeurs et ils ne pourront pas voter. Oui, ils ne pourront pas voter, mais les sièges sont connus. Et donc, il n'y a pas de raison, les sièges étant connus, de ne pas aussi
connaître les candidats. Mais les candidats sans pour autant que les électeurs ne puissent s'exprimer le jour du vote. Non, on attend maintenant les jours où l'environnement va permettre l'élection, d'aller aux élections. À Butembo et à Beni, c'était la même chose. Les candidats étaient connus, les sièges étaient connus et on a attendu. Mais encore, faut-il que nous respections l'indépendance de la CENI parce que c'est à elle de prendre la décision de savoir est-ce qu'on enregistre les candidats de Rutshuru et de Masisi ou pas. Comme c'est une structure indépendante, c'est le point de vue que j'aimais, c'est un point de vue personnel, mais je m'attiendrai à la décision que la CENI va devoir prendre comme une structure indépendante. Le président de la République avait déclaré lors d'un passage à Beni, à la société civile, que ce serait l'échec de son bilan s'il n'y avait pas la sécurisation totale, ou en tout cas la sécurisation accrue de la zone. Vous qui êtes de ces partisans, les élections arrivent, la campagne avant, comment est-ce que vous défendrez ce bilan ? Oui, moi je pense que la situation sécuritaire, c'est une donnée difficile à cerner. Et comme vous le savez, vous avez suivi toute l'actualité de la région. Je pense que vous avez aussi lu l'ouvrage de Charles Onana. Il y a beaucoup d'imbrications dans la situation sécuritaire de l'Est. Il y a des questions diplomatiques, il y a des questions politiques, il y a des questions internationales, questions régionales, sous-régionales. Et donc, le président de la République est en train de privilégier les trois options. 1. L'option diplomatique, c'est l'essence du processus de Nairobi et de l'affaire des routes de Luanda. Ça, c'est important parce qu'un pays ne peut pas évoluer en vase clos. Il faut qu'il soit en accord avec d'autres États. Et c'est l'essence de l'intégration régionale. Et donc, l'option diplomatique, c'est pour dire il ne faudrait pas qu'on accuse le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir pris une décision seule, sans tenir compte de ce que les autres États disent. Alors, il a donné sa parole donnée pour dire, eh bien, nous acceptons que la diplomatie fasse son travail, mais politiquement aussi, c'est la deuxième option. Nous devons nous intégrer tous ces groupes armés dans une démarche de démobilisation pour qu'ils intègrent la vie sociale. Mais 3, militairement, nous devons nous préparer. Et vous l'avez suivi, la dernière conférence avec le président burundais, il a dit, eh bien, nous attendons les derniers sommets, parce qu'il privilégie la voie diplomatique, les derniers sommets de l'EAC va donner la dernière décision à prendre par rapport aux récalcitrants. Et comme il se prépare, si vous visitez Kitona, si vous visitez Kamina, vous allez vous rendre compte qu'il y a une bonne préparation de nos forces de défense et de sécurité. Et donc, le jour où toutes les voies seront épuisées, eh bien, le président va dire à sa population, nous avons tenté avec la voie diplomatique et avec la voie politique, ça n'a pas marché. Et nous actionnons la troisième voie, qui est la voie militaire, et tout le monde lui donnera raison, y compris le peuple congolais. Et c'est donc cette démarche que nous devons continuellement expliquer à la population pour nous dire qu'un État n'évolue pas seul. Il doit s'inscrire dans une démarche régionale, sous-régionale, internationale, pour ne pas être finalement écarté de la logique d'intégration régionale. Monsieur Julien Paluku, merci. Vous êtes Burek, c'est votre parti. Alliance AB50, c'est votre regroupement politique. Vous préparez aux élections. Vous serez, vous, candidat à Butembo, hein? À Lubero. À Lubero. C'est le territoire de Lubero. C'est le territoire le plus peuplé de la République. Vous avez été élu sans cesse depuis 2006. Si. Quelles sont vos ambitions? Vous avez été gouverneur, vous êtes aujourd'hui ministre. Oui, je suis candidat député national. Je suis chef d'un regroupement. Vous avez dit Alliance Bloc 50. Bloc 50, ça veut dire nous ambitionnons avoir 50 députés à l'Assemblée nationale. 50 députés, ça veut dire plus que n'importe quel... Plus qu'un groupe parlementaire. Plus qu'un groupe parlementaire. Pourquoi? Pour peser plus, pour être... votre prochaine ambition, c'est Premier ministre en attendant le deuxième mandat de Félix Tshisekedi? Non, l'ambition, c'est de participer à la gestion du pays. Quand vous avez 50 députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire vous devez influencer la politique nationale par la qualité des initiatives et législatives et autres que vos députés vont devoir faire. C'est ça l'ambition, c'est de participer à la vie nationale. C'est surtout peser. Hein? C'est surtout peser. 50, c'est beaucoup. Participer à la vie nationale à travers les 50 députés. C'est une ambition, bien sûr. Et bon, une ambition peut être atteinte comme elle ne peut pas l'être, mais au moins, nous avons fixé la barre à 50, et c'est pourquoi nous appelons Alliance Bloc 50, une alliance dans laquelle
le Burek se trouve, et le Burek, c'est lui qui assure la présidence de cette alliance Bloc 50. Et comme vous le savez, le Burek, depuis le mois de décembre 2021, avait tenu son congrès à Bukavu pour désigner le président Félix Tshisekedi comme son candidat président. Tous les autres que vous êtes en train de voir, ils viennent évidemment après le Burek qui avait pris 2 ans avant l'organisation des élections, déjà la décision de désigner Félix Tshisekedi comme son candidat. Et en 2 ans, rien n'a changé, vous le soutenez? Si. Nous avons que les regroupements avec d'autres. Nous sommes 8 partis à l'intérieur du regroupement, et le regroupement lui-même a désigné le président Félix Tshisekedi comme candidat aux élections de 2023. Tout à l'heure, je parlais d'ambition. Ma question, c'était sur l'ambition. Vous êtes, on va dire, plutôt, enfin, définissez-vous vous-même d'ancrage provincial, parti oriental de la République démocratique du Congo ou sur toute l'étendue du territoire? Nous sommes un parti national. Et évidemment, chaque leader d'un parti politique a des origines. Mais la confusion que souvent l'on fait, c'est de confondre l'origine des leaders d'un parti à l'ancrage du parti. Il est vrai que je peux être du Nord Kivu, mais le parti n'est pas du Nord Kivu. La preuve, c'est que j'ai des députés du Bazouélé, j'ai des députés de l'Ituri, j'ai des députés de l'espace Bandundu, donc vous comprenez que l'origine d'un leader peut être d'une province, mais l'ancrage est toujours national et le parti est national. Lorsque je repasserai ici, après les élections du 23 décembre 2023, je vous dirai la répartition des élus de l'AB50 sur l'ensemble du territoire national, et vous comprendrez que nous avons un ancrage plutôt national, mais le leader du regroupement est bien évidemment à des origines. Pour peser plus sur la primature et le gouvernement ou l'Assemblée nationale que sur les assemblées provinciales de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous avons des ambitions de participer à la gestion du pays, et au niveau central et au niveau provincial. L'ambition, c'est d'avoir autant d'acteurs politiques qui participent à la prise de décision au niveau central, autant d'acteurs politiques qui participent à la prise de décision au niveau provincial, c'est-à-dire des gouverneurs, des ministres provinciaux, des présidents des assemblées. Et donc, c'est une ambition légitime pour tout acteur politique, parce qu'on ne peut pas être un acteur politique sans rechercher la gestion d'un pouvoir. Donc c'est tout à fait normal. On y arrive, hein. Ouais. Parce que la première question, c'était l'ambition. Vous avez été gouverneur, vous êtes ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Non, la situation politique du pays détermine la qualité des acteurs qui dirigent les institutions. Je ne veux pas parler intuito personné. Ouais. J'aime pas parler des hommes. Ouais. J'aime pas parler des ambitions des hommes. Ouais. J'aime parler de l'ambition du groupe. Ouais. L'ambition du groupe, c'est peser plus sur les politiques provinciales ou la politique nationale. L'ambition du groupe, c'est à la fois participer à la gestion des politiques publiques au niveau provincial, parce que nous, personnellement, nous sommes tenants de la décentralisation. Et donc, nous pensons qu'il faut davantage transférer les compétences et les ressources au niveau provincial et local pour permettre le pays de décoller. Le pays ne décollera pas à partir de Kinshasa. Ce n'est pas un ministre qui construit les caniveaux. Ce n'est pas un ministre qui construit les petits centres de santé ou les petites écoles de 6 classes. Non. Ceux qui doivent faire ça, ce sont les autorités locales, provinciales et locales. Alors, au niveau central, bien évidemment, l'ambition, c'est de participer à la gestion des institutions, des pouvoirs. Nous avons déjà désigné notre candidat président de la République. Il reste les pouvoirs du gouvernement, il reste les pouvoirs de l'Assemblée nationale, il reste les pouvoirs du Sénat. Ce sont ces pouvoirs dans lesquels chaque parti politique doit avoir un mot à dire. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a autant de députés, c'est pour chercher à participer efficacement à la gestion de l'Assemblée nationale, participer efficacement à la gestion du gouvernement, et ainsi donner sa contribution dans l'émergence et le développement du pays.